Si vous avez appris le métier dans un atelier français, vous avez sans doute fait vos premiers copeaux sur un Tour Ernaud. C'était la machine des centres d'apprentissage, celle sur laquelle des dizaines de milliers de jeunes ont senti, pour la première fois, l'acier céder sous l'outil. À son sommet, le groupe employait 2500 personnes, comptait 6 usines et avait plus de 60 000 machines en service dans le monde. Il avait survécu à la crise des années 30, survécu au bombardement de son atelier de Nantes, survécu à la reconstruction, au choc pétrolier, à la révolution de la commande numérique. Et puis, après plus de 60 ans de tourage à Cholet, les grilles se sont refermées pour de bon. Comment le nom sur lequel la France avait appris son métier a-t-il pu tout simplement s'éteindre ? Chapitre 1 : Le copeau et la fortune. Il y a un geste que tous les anciens connaissent. On prend une pièce de métal brut, on la fixe entre deux pointes, on la met à tourner, et l'on approche l'outil. Le copeau se détache alors, long, bleuté, régulier, et s'enroule sur lui-même comme une écorce d'orange qu'on épluche d'un seul trait. Un tourneur digne de ce nom savait lire ce copeau. Sa couleur, son épaisseur, la façon dont il cassait, tout cela lui disait si l'acier était bon, si la vitesse était juste, si la machine sous ses mains méritait qu'on lui confie une pièce. Mon père avait cette odeur sur lui quand il rentrait le soir. L'huile de coupe et la limaille encore tiède. C'était l'odeur du travail exact. On parle beaucoup dans ce pays des voitures et des avions, des paquebots et des trains. On parle rarement des machines qui ont fabriqué les voitures, les avions, les paquebots et les trains. Pourtant, sans elles, il n'y a rien. Le tour à métaux est la mère de toutes les machines. C'est l'outil qui fabrique les autres outils. Avant qu'un moteur d'automobile ne tourne, il a fallu qu'un tour-usine son vilebrequin. Avant qu'un canon ne tire, il a fallu qu'un tour alaise son âme. Celui qui maîtrise le tour maîtrise en amont toute l'industrie qui vient après lui. Et pendant près d'un siècle, la France a compté parmi les nations qui le maîtrisaient le mieux au monde. Cette histoire est celle de deux maisons françaises du tour. L'une portera le nom d'Ernaud, l'autre, un sigle que peu de gens savent prononcer aujourd'hui. Somab. On les présente souvent comme des rivales de toujours. C'est faux, et nous verrons pourquoi. Elles sortent de la même souche. Elles ont partagé les mêmes murs, les mêmes ouvriers, la même fierté. Et pourtant l'une est morte, l'autre vit encore. L'une fut un empire de 6 usines et de 2500 ouvriers, et il n'en reste rien. L'autre fut la plus discrète des cousines, et elle tourne toujours. Pour comprendre comment deux branches d'un même arbre peuvent connaître un sort si contraire, il faut remonter loin. Il faut remonter à un atelier parisien, au temps du Second Empire, et à un homme dont plus personne ne se souvient, Alexandre Coleman. En 1863, dans un atelier de la rue Turgot, à Paris, Coleman conçoit un tour parallèle de précision. Rien de spectaculaire à première vue. Un banc horizontal à glissière, une poupée qui fait tourner la pièce, un chariot qui porte l'outil et le déplace le long du banc avec une régularité que l'œil humain ne saurait tenir seul. Mais cette régularité-là attire l'attention là où cela compte le plus à cette époque, dans les arsenaux de la République. On raconte que des pièces des fusils Chassepot, l'arme réglementaire de l'armée française, sortaient de machines de sa conception. Et en 1867, à l'Exposition universelle de Paris, cette grande vitrine où le monde industriel venait se mesurer sous les verrières, l'atelier Coleman décroche une médaille d'or. C'était le début d'une lignée. Chapitre 2. Henri Ernaud, l'ingénieur du copeau exact. L'atelier Coleman grandit, déménage vers la rue de la Tombissoire dans le 14e arrondissement. Il faut se représenter ce Paris-là, ce Paris des faubourgs de la fin du 19e siècle, où l'on travaillait le fer à 2 pas des maraîchers, où les cheminées d'atelier fumaient entre les immeubles, où le bruit des machines montait des cours pavés dès le petit matin. Ce n'était pas encore la grande industrie des vallées noires du Nord ou de la Lorraine. C'était l'industrie parisienne, celle des ateliers de mécanique fine, des faiseurs d'instruments, des mécaniciens de précision qui se transmettaient un savoir comme on transmet un secret de famille. Un monde de blouses grises et de mains tachées d'huile, un monde où la qualité d'un homme se jugeait à la qualité de sa pièce. En 1892, la maison passe entre les mains de l'homme qui va lui donner son nom pour de bon.
Il s'appelle Henri Ernaux. Ernaux est un ingénieur centralien, un homme de calcul et de méthode, formé à l'une des meilleures écoles d'ingénieurs du pays, l'école centrale, qui donnait alors à la France ses bâtisseurs de ponts, ses concepteurs de locomotives, ses maîtres de forge. Mais Ernaux n'a rien du théoricien de bureau. Ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les équations pour elles-mêmes, c'est la machine qui coupe droit. C'est la pièce qui sort juste, au centième de millimètre, 100 fois de suite, 1000 fois de suite. Il appartient à cette race d'ingénieurs qui préfèrent l'atelier au cabinet, l'odeur de l'huile chaude à celle de l'encre. Sous sa direction, la maison fonctionne avec une efficacité qui étonne les visiteurs. 8 tours parallèles de tailles différentes, alignées dans l'atelier, capables de fabriquer aussi bien la petite pièce délicate que le gros arbre de transmission. Ce chiffre paraît modeste aujourd'hui, 8 machines. Mais c'est justement là toute la question de notre histoire. Ernaux ne cherchait pas à être énorme, il cherchait à être excellent. Chaque tour qui sortait de son atelier portait en quelque sorte sa signature. Une machine que l'on pouvait régler finement, entretenir longtemps, transmettre d'une génération d'ouvriers à la suivante. Il faut comprendre ce qu'était le métier à cette époque pour comprendre l'homme. Le tourneur travaillait debout, des heures durant, l'œil rivé sur la pointe de l'outil et le filet de copeaux qui s'en détachait. Il réglait à la main l'avance du chariot, la profondeur de passe, la vitesse de rotation. 1/10 de trop et la pièce était perdue. 1/10 de moins et l'on n'avait rien fait. Entre les deux, il y avait ce que les anciens appelaient le doigté, cette intelligence de la main qui ne s'apprend pas dans les livres. Ernaux concevait ces machines pour cette main-là, pour l'ouvrier qui savait. Ces tours n'étaient pas des automates qui remplaçaient l'homme, c'étaient des instruments qui prolongeaient son savoir-faire. Et cela se remarque. Ernaux élargit la gamme année après année, des tours à copier, capables de reproduire une pièce modèle, des tours revolver, où plusieurs outils se présentaient tour à tour sur la pièce, des alaiseuses pour percer et ajuster les gros alaisages, de petites fraiseuses verticales. Il ne se contente pas de fabriquer des machines. Il fabrique une manière française de faire des machines, sérieuse, soignée, durable, faite pour l'atelier qui dure et non pour le catalogue qui brille. Cette réputation, patiemment bâtie, atteint son couronnement officiel à l'aube du nouveau siècle. En 1900, à l'exposition universelle qui illumine Paris de ses palais éphémères et de ses jeux d'eau, la maison Ernaux remporte le Grand Prix, la plus haute distinction, la reconnaissance de tout un monde industriel. Retenez cette image, car elle est le point de départ de tout. Un atelier parisien, quelques dizaines d'ouvriers, un ingénieur méticuleux qui connaît chaque machine par son nom et chaque ouvrier par son prénom. 8 tours en ligne. Voilà d'où part cette histoire. Une maison à taille humaine, née de la précision et non de la puissance, née du doigté et non de la fonte. Ce monde-là a existé. Il n'a pas toujours existé, mais il a existé, et c'est important. Parce que la maison qui survivra au bout du chemin, la petite maison de Moulins, sera fidèle à cet esprit-là quand le géant, lui, l'aura trahi. Chapitre 3. L'autre lignée. Schneider, l'artillerie et les usines Bouet. Pendant qu'Ernaux perfectionne son tour dans le calme d'un atelier parisien, une toute autre histoire s'écrit ailleurs. Une histoire de mécanique lourde, de fonte et de poudre. Car la seconde grande maison de notre récit ne vient pas de la précision fine. Elle vient de l'artillerie. Tout commence en 1861, 2 ans avant Coleman, presque jour pour jour dans ce grand mouvement industriel du siècle, avec un homme nommé Étienne Bouet. Les usines Bouet fabriquent des machines, pas seulement des tours, mais des presses, des machines à poinçonner, tout ce qu'exige l'équipement d'une France qui se couvre de chemins de fer, de gares
et de manufacture. La société est formellement constituée en 1894 et elle prospère assez pour attirer, quelques années plus tard, l'attention d'un géant. Ce géant, c'est Schneider, le Creusot, le plus grand nom de la métallurgie et de l'armement français, la maison qui fond l'acier des canons et blinde les cuirassés, la dynastie industrielle qui règne sur une ville entière de Bourgogne comme un seigneur sur son domaine. Quand Schneider s'intéresse à une affaire, c'est le monde de la grande industrie qui frappe à la porte de la mécanique. En 1914, l'année même où l'Europe bascule dans la guerre, Bouet fusionne avec deux autres établissements, les usines Farco, à Saint-Ouen, et la maison Champignol, à Paris. De cette fusion naît une entreprise nouvelle, placée sous le contrôle de Schneider et compagnie. Son nom est un sigle qui dit tout. SOMUA, Société d'outillage mécanique et d'usinage d'artillerie. Comprenez bien ce que ce nom signifie. SOMUA n'est pas une simple fabrique de machines-outils. C'est un bras armé de Schneider, une maison qui usine l'artillerie autant qu'elle fabrique les machines pour l'usiner. Sa production, dans les décennies qui suivent, est d'une ampleur qui dépasse de très loin l'atelier d'Ernault. SOMUA fabrique des tours, des fraiseuses, des étaux-limeurs, oui. Mais aussi des camions diesel à cabine avancée qui roulaient sur les routes de France. Des autorails qui filaient sur les lignes de la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée. Et des chars. Le char moyen SOMUA S-35, celui qui équipait la cavalerie française en 1940, et que les Allemands eux-mêmes considéreront comme l'un des meilleurs blindés de son temps. Voilà donc les deux tempéraments qui vont, un jour, se rencontrer. D'un côté, Ernault, le Paris de la précision, l'atelier, le copeau soigné, la petite série de qualité, le doigté du tourneur. De l'autre, SOMUA, le Creusot, l'artillerie, le camion, le char, la grosse mécanique de puissance adossée à l'un des plus grands groupes industriels du pays. Deux cultures, deux manières d'être une entreprise. Et cette différence de tempérament, l'artisan précis contre le géant lourd, n'est pas un détail pittoresque. C'est le cœur de tout ce qui va suivre. Car il faut le dire dès maintenant, et clairement, le géant n'a pas survécu. C'est l'artisan qui vit encore. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'heure, dans l'entre-deux-guerres, ces deux maisons s'ignorent presque. Chacune trace sa route. Et c'est une crise, l'une des plus brutales que la France industrielle ait connue, qui va commencer à les rapprocher. Chapitre 4. La crise, les Batignolles et l'exil à Cholet. La maison Ernault, si soignée, si réputée, avait une faiblesse que sa réputation cachait mal. C'était une entreprise familiale, de taille modeste, exposée aux tempêtes du siècle. Et au début des années 30, une tempête arrive. La grande crise mondiale, celle qui part de New York en 1929, atteint la France, avec retard, mais avec une force redoutable. Les commandes s'effondrent. Une fabrique de machines-outils est toujours la première frappée quand l'industrie cesse d'investir. Un tour n'est pas une denrée que l'on consomme, c'est un outil de production que l'on achète pour l'avenir. Or, quand plus personne ne croit en l'avenir, plus personne n'achète de tours. En 1932 et 1933, la maison Ernault vacille. Elle ne peut plus tenir seule. Le 13 septembre 1933, elle passe sous le contrôle d'un groupe puissant, Batignolles-Châtillon. C'est la branche nantaise de la Société de construction des Batignolles, une grande maison du matériel ferroviaire et de l'armement, installée près de la Loire. Ernault y gagne un actionnaire solide et des débouchés. En échange, elle perd son indépendance. L'année suivante, le 13 septembre 1934, une société nouvelle est formellement constituée par Batignolles-Châtillon et les fonderies de Saint-Nazaire, au capital d'1 200 000 francs. Son nom, H. Ernault Batignolles. La maison Ernault portera cette marque pendant 30 ans. Ce sauvetage lie désormais le sort d'Ernault à celui de Nantes, à ses ateliers ferroviaires du bord de Loire. Et c'est précisément ce lien qui va provoquer, 10 ans plus tard, l'un des tournants les plus dramatiques de toute cette histoire. Nous sommes en 1943. La France est occupée. Nantes, port et grand centre industriel, est une cible désignée.
Le 23 mars de cette année-là, une escadrille de bombardiers alliés, 11 appareils, selon le témoignage d'un ancien, Claude Baron, qui gardera longtemps la mémoire de ce jour, frappe les ateliers nantais de Batignolles-Châtillon. Les bâtiments sont dévastés. Mais la production de Tours, en pleine guerre, ne peut pas simplement s'arrêter. Il faut trouver un refuge, et vite. On le trouve à l'ouest, à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Une ville de tisserands et de mécaniques, à l'écart des grandes cibles. On installe la fabrication de Tours dans les bâtiments vacants d'une ancienne entreprise que les gens du cru appelaient l'Alsacienne, rue de Bourgneuf. Ce qui devait être un exil provisoire, le temps que passe la guerre, va durer plus de 60 ans. Il faut mesurer ce que représente un tel déménagement. On ne déplace pas une usine de Tours comme on déménage un bureau. On déplace des machines de plusieurs tonnes, réglées au centième, qu'il faut démonter, transporter sur des routes de guerre, remonter et réajuster. Et surtout, on déplace des hommes. Une soixantaine d'ouvriers nantais font le voyage vers Cholet. Certains s'installent. D'autres, attachés à Nantes, à leur maison, à leur famille, adoptent un rythme qui deviendra légendaire dans la mémoire de l'entreprise. Ils partent le lundi matin, logent sur place toute la semaine et ne rentrent chez eux que le vendredi soir. 5 jours de métal, 2 jours de famille. Semaine après semaine, année après année. On ne déménage pas seulement une usine, on déménage des vies. Cholet, ville d'accueil dans la tourmente, devient ainsi, presque par accident, la capitale française du Tour. Personne ne l'avait décidé. C'est une bombe tombée sur Nantes qui en avait décidé. Et c'est là, dans cette ville qui ne l'avait pas cherché, que la maison Ernaud va vivre ses plus belles années. C'est là aussi qu'elle mourra. Mais entre les deux, il y a l'âge d'or. Il faut d'abord le bâtir. Chapitre 5. L'âge du Tour. Le pilote, Cazeneuve et l'ironie japonaise. Quand la guerre s'achève, la France est à reconstruire. Tout est à refaire. Les usines bombardées, les ponts coupés, les machines usées jusqu'à la corde. Et pour refaire des machines, il faut des tours. Jamais le savoir-faire de la maison Scholtez n'a été aussi précieux qu'en ces années de reconstruction, où chaque tour produit était un tour dont l'industrie française avait un besoin immédiat. Dès 1946, Ernaud Batignolles lance un tour à copier, une machine capable de reproduire une pièce modèle avec une fidélité mécanique en suivant fidèlement un gabarit. C'était déjà une prouesse. Mais l'innovation qui va faire la réputation mondiale de la maison porte un nom, et ce nom mérite qu'on le prononce. Le pilote. Le pilote est un tour à cycle automatique. Le principe est simple à énoncer, redoutable à réaliser. La machine enchaîne seule les opérations qu'un tourneur devrait normalement commander à la main, une à une, dans l'ordre. Prise de passe, avance, retrait, changement d'outil. Là où l'ouvrier réglait chaque geste, le pilote exécutait un cycle réglé d'avance. Ce n'était pas encore la commande numérique, nous en sommes loin dans le temps, mais c'était déjà l'idée fondatrice, confier à la machine la répétition fidèle du geste pour libérer l'homme et gagner en cadence. Avec le pilote, Ernaud se hisse au premier rang mondial de la copie sur tour. Ce n'est pas une petite affaire pour un pays. C'est un savoir-faire que le monde entier vient chercher en France. Il faut entrer dans l'atelier pour comprendre ce que le mot « pilote » voulait dire dans la main d'un homme. Imaginez la grande halle de Cholet au milieu des années 50. Le jour entre par des verrières hautes, poussiéreuses, qui découpent la lumière en tranches obliques. Le sol vibre, d'une vibration sourde, continue, que les nouveaux remarquaient la première semaine et que plus personne n'entendait ensuite. Des dizaines de tours alignés, chacun avec son homme. L'odeur, l'huile de coupe chauffée, cette odeur un peu écœurante et rassurante à la fois, mêlée à celle de la fonte fraîchement usinée et du café refroidi dans les gobelets posés sur les établis. Devant un pilote, un tourneur d'expérience. Il a fixé la pièce brute, réglé les cames qui commandent le cycle, choisi ses outils. Puis il lance la machine. Et il se produit alors quelque chose que les anciens décrivaient encore des décennies plus tard, avec une lueur dans le regard.
le tour se met à travailler seul. Le chariot avance, l'outil mord, le copeau se forme, la machine recule, change d'outil, reprend. L'homme surveille. Il écoute surtout. Car un tour parle à qui sait l'entendre. Un sifflement trop aigu, une vibration nouvelle, un changement dans le chant de la coupe, et l'ouvrier savait, avant même de regarder, que quelque chose n'allait pas. Ce savoir-là ne s'écrivait nulle part. Il se transmettait d'un homme à un autre, d'un ancien à un jeune, au bord du banc, dans le vacarme. Voilà ce que fabriquait Cholet. Pas seulement des machines conçues pour dialoguer avec ce savoir-là. À Cholet, entre la fin des années 40 et le milieu des années 60, on ne fabrique plus des machines à l'unité. On les fabrique par gamme entière, des tours de toute taille, portant des désignations qui deviennent familières dans les ateliers de mécanique de toute l'Europe. La cadence monte régulièrement. Et surtout, la maison fait quelque chose dont elle peut être fière au-delà même de son chiffre d'affaires. Elle forme des hommes. Elle fournit les tours des centres d'apprentissage, ces lieux où des générations de jeunes Français apprennent le métier de tourneur. Une machine Ernaud dans un atelier d'apprentis, c'était une manière silencieuse de dire « Voilà à quoi doit ressembler le travail bien fait. Voilà les talents. » Il faut nommer ces machines, car un nom de tour, pour un homme de métier, c'est comme un nom de cépage pour un vigneron. Il dit une origine, une qualité, une réputation. À Cholet, entre la fin des années 40 et le milieu des années 60, on ne fabriquait pas des tours en général. On fabriquait des gammes précises, chacune avec sa personnalité. Les HN, 350, 400, 500, ces désignations qui renvoyaient à la hauteur de pointe, à la capacité de la machine. Les HNC, plus grosses. Les AC, 140 et 280. Un tourneur savait, rien qu'au nom, ce qu'il pouvait attendre de la bête, sa puissance, sa précision, les pièces qu'elle accepterait. Ces désignations circulaient dans les ateliers de toute l'Europe comme une langue commune du métier. Et lorsqu'en 1967, l'usine présenta le tour qui porterait le nom de la ville, le tour Cholet, décliné en plusieurs tailles, ce ne fut pas un simple produit de plus, ce fut une déclaration. La ville et la machine portaient désormais le même nom. On ne pouvait pas dire plus clairement à quel point l'usine et la cité s'étaient confondues. Cholet fabriquait le Cholet. Le lieu était devenu la marque. Cette confusion du lieu et du produit, de la ville et de l'usine, était le signe même de l'âge d'or. Quand une ville donne son nom à ce qu'elle fabrique, c'est qu'elle croit, et qu'elle a raison de croire, que cette fabrication est son identité, sa fierté, sa raison d'être aux yeux du monde. Il faudra s'en souvenir le jour où la halle deviendra un karting. Le nom, lui, ne partira pas. Il restera collé au mur, à la mémoire, comme le nom d'un être aimé sur une pierre. Mais Ernaud n'était pas seul sur ce terrain, et il serait malhonnête de le laisser croire. La France du Tour avait une autre grande maison, et il faut la nommer, car sa présence éclaire toute notre histoire. Cette maison, c'est Cazeneuve. André Cazeneuve fonde son entreprise à Paris en 1905. Le détail de ses débuts dit tout de l'esprit de débrouille de l'époque. Il ne commence pas dans les machines-outils, mais dans la paille de fer. De la laine d'acier pour récurer les parquets et les casseroles. C'est de ce commerce modeste que naîtra l'un des plus grands noms du Tour français. En 1949, Cazeneuve lance une gamme de tours parallèles qui va devenir légendaire, désignée par les initiales de leur concepteur, un ingénieur du nom d'Henri Bruet. Ces tours se vendront à plus de 30 000 exemplaires. 30 000. Chaque atelier sérieux de France en possédait un. En 1967, Cazeneuve inaugure une usine neuve à Pont-Évêque, en Isère. Il faut s'attarder sur Cazeneuve, car cette maison n'est pas seulement une concurrente. Elle est le miroir d'Ernaud, celle qui permet de comprendre, par comparaison, ce qui fut perdu et ce qui fut sauvé. Comme Ernaud, Cazeneuve était une maison de précision, une maison de doigté. Comme Ernaud,
Elle avait bâti sa réputation sur une gamme reconnue entre toutes. Ses tours parallèles, conçues par Henri Bruet, vendues par dizaines de milliers, présents dans chaque atelier sérieux du pays. Un tour Cazeneuve, on le gardait, on le transmettait, on le réparait plutôt que de le jeter. Certains tournent encore aujourd'hui, entre les mains d'artisans et de collectionneurs qui n'en trouvent pas de meilleurs. Et chez Cazeneuve, il se passait quelque chose de rare, quelque chose qui touche au cœur de notre sujet. Le savoir-faire s'y transmettait de génération en génération, presque comme une affaire de famille. Le grattage des bancs, le contrôle des géométries, le réglage fin, ces gestes que la commande numérique menaçait de rendre inutiles, on continuait de les enseigner, de main en main. C'est cette transmission, ce refus de laisser mourir le geste, qui constitue le véritable patrimoine de la filière française du tour. Pas les bâtiments, pas même les machines, les gestes. Or Cazeneuve, ce fleuron, cette maison de transmission, fabriquait déjà des tours au Japon dans les années 60, dans les usines Shun, à Ofuna et à Osaka. J'y insiste parce que le fait est trop souvent tu, et parce qu'il retourne complètement la légende. La légende dit « le Japon nous a tués ». La vérité dit « nous avons enseigné au Japon comment on faisait, et le Japon a retenu la leçon mieux que nous ne l'avons gardée nous-mêmes ». Il n'y avait pas de mystère japonais, pas de génie inaccessible. Il y avait des hommes qui avaient appris, parfois de nous, et qui, ensuite, ont su industrialiser, spécialiser, produire en masse à commande numérique, ce que nous continuons de fabriquer à l'ancienne, avec amour, à Cholet et à Moulins. Souvenez-vous de cela le moment venu, car un jour, c'est un Japonais qui viendra racheter Ernaud, et l'on criera à l'humiliation. La vérité était déjà écrite dans les années 60, dans un atelier d'Osaka où des tours français prenaient forme. Mais n'anticipons pas. Dans ces années-là, la France est puissante et elle le sait. La presse professionnelle parlait d'elle comme du 5e producteur mondial de machines-outils. 5e. Un rang que ce pays ne reverra plus jamais. À Cholet, les ateliers tournent à plein régime, les effectifs grimpent vers les 900 ouvriers, et l'on commence à dire, dans le métier, que la maison choltaise est la plus forte unité de machines-outils de tout l'Ouest européen. Cette montée en puissance ne s'est pas faite toute seule. Elle a fallu des bras, et Cholet en a trouvé. Entre la reconstruction et le milieu des années 60, l'usine de la rue de Bourgneuf grossit, embauche, forme. Les effectifs, qui se comptaient en dizaines à l'arrivée des Nantais, montent vers les centaines, puis approchent le millier. Une ville dans la ville. Il fallait des tourneurs, des ajusteurs, des monteurs, des électriciens pour le câblage, des gratteurs pour ces bancs de machines qu'on ajustait à la main, à la teinte bleue et au racloir, jusqu'à ce que 2 surfaces de fonte reposent l'une sur l'autre, au micron près. Le grattage, voilà l'un de ces gestes que la machine n'a jamais su remplacer entièrement. Le gratteur passait ses journées penché sur un banc, un outil à la main, retirant des copeaux minuscules, invisibles presque, pour corriger les défauts que même la meilleure rectifieuse laissait. Il vérifiait au marbre, à l'encre, à la lumière rasante. C'était un travail de patience et d'orgueil. Un banc bien gratté durait 50 ans. Les anciens de Cholet en parlaient comme d'un art, et c'en était un. L'après-guerre, à Cholet, ce fut cela. Une jeunesse qui entrait à l'usine à 14 ou 15 ans, apprenait auprès des anciens, montait en compétences, et se retrouvait, 10 ans plus tard, à former à son tour les nouveaux. On ne changeait pas d'entreprise comme aujourd'hui. On entrait chez Ernaud, et bien souvent, on y restait toute une vie. Le père y avait travaillé, le fils y travaillait, parfois le petit-fils suivait. La fonderie coulait les bâtis, l'atelier les usinait, le montage les assemblait, et une machine finie sortait par les grandes portes, sanglée sur un camion, en route pour un atelier de Lyon, de Turin, de Stuttgart ou de Barcelone. Chaque machine qui partait emportait un peu du savoir-faire de cette ville de l'Ouest qui n'avait jamais demandé à devenir la capitale du Tour, et qui l'était devenue. Un jeune homme qui franchissait ses grilles pour son premier jour entrait dans un monde qui semblait solide comme la fonte grise des bancs de machines qu'on y coulait. Il l'était ce monde, solide, pour un temps. Chapitre 6. Moulins-la-Bourbonnaise et le nom qui survivra. Il nous reste maintenant à ouvrir la porte de la 3e ville de notre récit. Pas Paris, pas Cholet. Une préfecture tranquille au cœur de la France,
sur les bords de l'Allier, au pays du Bourbonnais. Moulins. C'est ici, dans une rue qui porte le nom des Garceaux, que va naître le nom promis à survivre à tous les autres. On raconte souvent une belle légende à propos de Somab. On dit que l'entreprise aurait été fondée à la fin des années 70 par des ingénieurs indépendants et visionnaires, décidés à faire mieux que les grands, à s'affranchir du géant. C'est une jolie histoire. Elle est fausse. La vérité est à la fois plus modeste et plus profonde, et elle commence bien plus tôt. Dans les années 50 et 60, l'usine de la rue des Garceaux, à Moulins, était exploitée par une société au nom tout simple, la Société Bourbonnaise de Machines-Outils. On y fabriquait des tours à métaux. Et si une fabrique de tours prospérait dans une préfecture agricole de l'Allier, loin des grands bassins industriels, ce n'était pas un hasard. C'était le fruit d'une politique. L'État, dans ces années-là, cherchait à desserrer l'étau parisien, à répartir l'industrie sur l'ensemble du territoire, à porter le travail là où il manquait. Les archives nationales gardent la trace de ce soutien public à la mécanique bourbonnaise dans le cadre des grands fonds de développement de l'époque. Une main-d'œuvre qualifiée, un tissu mécanique local déjà présent, des aides à la décentralisation, voilà pourquoi l'on fabriquait des tours à moulins. Et en 1957, la maison Scholtez, Ernaud Batignolles, prend le contrôle de cette société bourbonnaise de machines-outils. Elle récupère l'usine de la rue des Garceaux. Et elle lui donne une raison sociale nouvelle, un nom qui va traverser le siècle. Somab, Société de mécanique et d'automatisme du Bourbonnais. Voilà la vérité qu'il faut graver dès maintenant, parce qu'elle commande tout le reste. Somab n'est pas une rivale d'Ernaud dressée contre elle. Somab est une fille d'Ernaud. Le nom naît à l'intérieur de la maison, autour d'une usine qu'elle vient de reprendre. La branche qui survivra n'a pas combattu le géant. Elle est née de lui, de sa chair, de son savoir-faire. Et cette filiation, ce lien de sang industriel, expliquera l'issue à la toute fin. Le site de Moulins devient l'un des pôles de la constellation qui se forme. On y fabrique des tours de grande capacité, ces machines massives portant le nom d'une planète, les tours Jupiter. Environ 350 personnes y travaillent. Ce n'est pas Cholet, ce n'est pas le siège du prestige. C'est l'atelier spécialisé, l'usine des gros tours, la discrète cousine bourbonnaise. Mais discrète ne veut pas dire faible. Moulins fait bien une chose, une seule, de gros tours de précision. Et elle la fait mieux que quiconque. Cette concentration, cette modestie même, deviendra un jour sa force. Quand le géant se dispersera sur 6 usines et se noiera dans sa propre ampleur, la petite maison de Moulins, elle, saura toujours exactement ce qu'elle est. Car les pièces du puzzle sont désormais réunies. D'un côté, Cholet la florissante, héritière d'Ernaud et de Nantes. De l'autre, Moulins la spécialiste, avec son nom neuf de Somab. Et au loin, toujours, la vieille maison Saumua de Schneider, avec sa division machine-outils et son lourd héritage d'artillerie. En 1962, ces mondes se rejoignent enfin. La maison Scholtez absorbe la division machine-outils de Saumua. De cette union naît un nom qui va régner sur toute la machine-outils française. H. Ernaud Saumua. Le groupe passe sous l'aile de Gemont Schneider. Il emploiera bientôt 2500 personnes. Il produira 3000 machines par an. Il comptera 6 usines à travers le pays, Cholet, Lisieux, Moulins et d'autres encore, et plus de 60 000 machines en service dans le monde entier. L'artisan parisien et le géant du Creusot ne font désormais plus qu'un. Un véritable empire du Tour, français jusqu'aux entrailles. Et debout, au sommet de cet empire naissant, personne, ni les ingénieurs, ni les ouvriers de Cholet, ni les hommes de Gemont Schneider qui en tenaient les cordons, personne ne pouvait imaginer que la plus petite, la plus discrète de toutes ces usines, celle de la rue des Garceaux à Moulins, serait un jour la seule encore debout. Chapitre 7. L'atelier, une journée à Cholet. Pour comprendre ce que fut l'âge d'or, il faut y entrer par la seule porte qui compte, celle des ouvriers, un matin ordinaire, à l'heure où la ville dort encore. 6h moins le quart. Cholet, l'hiver, est une ville noire et humide. Des silhouettes convergent vers la rue de Bourgneuf, à pied, à vélo, en solex pour les plus modernes. On reconnaît de loin un homme d'Ernaud, à sa musette et à son pas. Ce pas de celui qui connaît le chemin par cœur, qui pourrait le faire les yeux fermés, et qui parfois le fait,
tant le sommeil colle encore aux paupières. Devant les grilles, on se salue par le prénom, on échange 3 mots sur le match, sur le froid, sur le patron. Puis la pointeuse. Ce petit rituel mécanique, la carte glissée dans la fente, le déclic, l'heure imprimée à l'encre, qui transformait un homme libre en ouvrier de la première équipe. Le geste était banal, il structurait pourtant toute une vie. Passé le vestiaire, on enfilait le bleu de travail, et l'on entrait dans la halle. La première fois, on n'oubliait pas. Le bruit d'abord, non pas un vacarme chaotique, mais une rumeur profonde, organisée, faite de 100 machines travaillant ensemble, chacune à son rythme, comme un orchestre dont chaque instrument jouerait sa propre partition. Le sol qui vibrait sous les semelles, l'odeur dont j'ai déjà parlé, l'huile chaude, la fonte, le métal coupé. Et la lumière, cette lumière d'atelier qui tondait des verrières en longues traînées grises où dansait la poussière métallique. L'atelier n'était pas un espace unique, c'était une succession de mondes, chacun avec son métier, sa fierté, ses hommes. La fonderie d'abord, à l'écart, le royaume de la chaleur, où l'on coulait les bâtis de fonte grise dans les moules de sable, où les fondeurs travaillaient au plus près du feu, le visage rougi, les gestes précis, malgré la brûlure. C'est là que naissaient les machines, sous forme de masses informes et brûlantes qu'il faudrait des semaines pour transformer en tours de précision. Puis venaient les ateliers d'usinage, où ces bâtis bruts étaient dégrossis, alésés, rectifiés. Le banc d'un tour, cette longue pièce sur laquelle glisse le chariot, devait être d'une rectitude absolue. On l'usinait, on le rectifiait, puis on le confiait aux gratteurs, ces artisans dont j'ai dit qu'ils passaient leur journée penchés, racloir en main, à corriger au micron ce que la machine avait laissé. Un banc de Cholet bien gratté, disaient les anciens, on pouvait poser dessus un niveau et voir la bulle ne pas bouger d'un cheveu. Au montage, enfin, les machines prenaient vie. Les monteurs assemblaient la poupée, le chariot, la boîte des vitesses, ajustaient les jeux, réglaient les glissières. Les électriciens câblaient les commandes, tiraient les fils, raccordaient les moteurs. Et à la fin de cette longue chaîne humaine, une machine complète attendait sa réception. On la mettait en marche, on usinait une pièce d'essai, on mesurait. Si la pièce était juste, la machine partait. Sinon, on reprenait. On ne laissait pas sortir de Cholet une machine qui n'aurait pas fait honneur au nom. Il faut s'arrêter un instant sur ces métiers, car ils sont le cœur de ce qui allait être perdu. Prenez le gratteur. Son travail était invisible pour qui ne connaissait pas le métier. Il retirait de la matière qu'on ne voyait pas pour corriger des défauts qu'on ne soupçonnait pas. Il enduisait le banc d'une fine couche de bleu de Prusse, y posait un marbre de référence, le faisait glisser. Là où le bleu s'effaçait, la fonte était trop haute. Alors racloir en main, il raclait de minuscules copeaux, presque des poussières, puis recommençait le contrôle. Encore et encore. Des journées entières penchées sur une seule surface, jusqu'à ce que le bleu se répartisse uniformément, signe que le banc était plan au micron. Un tour ne vaut que par la rectitude de son banc. Et cette rectitude-là, à Cholet, sortait de la patience d'un homme et de son racloir. Prenez le fondeur, à l'autre bout de la chaîne, dans la chaleur de la fonderie. Lui travaillait la matière en fusion, coulait la fonte grise dans les moules de sable qu'il avait lui-même tassés. Il fallait connaître la température juste, la vitesse de coulée, le refroidissement lent qui évitait les tensions internes, car un bâti mal coulé se déformerait des années plus tard, insidieusement, et ruinerait la précision de la machine. Le fondeur ne voyait jamais le tour fini. Il fabriquait son squelette, sa masse première, et la confiait aux usineurs. Mais sans son coup d'œil sur le métal en fusion, rien ne tenait. Ces hommes ne possédaient pas de diplôme qui disait leur valeur. Ils possédaient leurs mains, leur œil, leur oreille, et des années d'apprentissage auprès des anciens. C'était un patrimoine immatériel, comme on dit aujourd'hui, mais qui ne s'inscrivait dans aucun inventaire. Ils vivaient dans les gestes, et ils mouraient quand les gestes cessaient. À midi, la sirène. Et là, quelque chose de profondément français se produisait. On s'arrêtait et l'on mangeait. Vraiment,
pas un sandwich avalé debout. La cantine servait un repas, une entrée, un plat, du fromage, un dessert. Les hommes s'asseyaient ensemble, par atelier, par équipe, et l'heure du déjeuner était un moment de civilisation au cœur de la halle industrielle. On y parlait métier, on y réglait les différends, on y transmettait, entre deux plats, ce savoir qui ne s'écrivait nulle part. Puis la sirène de nouveau, et l'après-midi reprenait, jusqu'au soir, où d'autres hommes prendraient la relève, car chez Ernaud, aux grandes heures, les machines ne s'arrêtaient guère. Voilà l'atelier. Voilà ce qui tournait, jour après jour, dans cette ville de l'Ouest, pendant que la France, sans trop le savoir, comptait sur ces hommes pour équiper toute son industrie. Chapitre 8. Ceux qui faisaient tourner la maison. Une usine, ce ne sont pas des machines. Ce sont des hommes autour des machines. Et il faut maintenant parler d'eux, non comme d'une masse, les ouvriers, les effectifs, le personnel, mais comme de ce qu'ils étaient, des individus, avec un nom, une histoire, une place précise dans le grand corps de l'entreprise. Il y avait ceux de Nantes, les fondateurs en quelque sorte, ceux qui étaient venus avec les machines en 1943 et qui n'étaient jamais tout à fait repartis. Alfred Baron était de ceux-là. Il avait travaillé 40 ans au Batignolles de Nantes, 40 ans de métal. Son fils, Jean-Claude Baron, gardera la mémoire de cette maison, comme la garderont Claude Baron et Jean-Claude Reynaud, des hommes qui, bien après la fin, se feront les gardiens de cette histoire pour qu'elle ne se perde pas tout à fait. Reynaud, plus tard, résumera l'époque d'une phrase que je veux vous rapporter fidèlement. Entre la fin des années 50 et le milieu des années 70, disait-il, c'était l'âge d'or. On fabriquait 10 machines-outils par jour. On fournissait les centres d'apprentis, les entreprises de mécanique, les constructeurs automobiles. 10 machines par jour. Retenez ce chiffre. Une tous les 50 minutes environ sur une journée de travail. Sortant des grandes portes de Cholet, sanglés sur leurs camions pour aller équiper la France et l'Europe. Ces hommes ne faisaient pas que travailler ensemble, ils vivaient ensemble. C'était le propre de l'usine de cette époque. Elle ne s'arrêtait pas aux grilles. Le comité d'entreprise, cette institution que les ouvriers avaient arrachée et non reçue en cadeau, organisait une part entière de l'existence. Les arbres de Noël pour les enfants, les colonies de vacances où le fils du tourneur partait à la mer ou à la montagne, parfois pour la première fois de sa vie. Le club sportif, la bibliothèque, les sorties. Pour beaucoup de familles ouvrières, l'usine n'était pas seulement le lieu du salaire. C'était le cadre du loisir, de l'enfance, du repos. On était d'Ernaud comme on est d'une paroisse ou d'un village. Il faut insister sur ce rôle formateur, car il distingue Ernaud de bien des entreprises. La maison ne se contentait pas de produire des machines. Elle produisait des hommes capables de les faire tourner. Les tours de Cholet équipaient les centres d'apprentissage de toute la France. Cela signifie qu'un jeune apprenti tourneur, à Lille, à Toulouse ou à Nancy, apprenait son métier sur une machine choltaise. Le nom d'Ernaud était pour toute une génération d'ouvriers français le premier tour qu'ils aient jamais touché. La machine sur laquelle ils avaient fait leur premier copeau, tremblant, sous l'œil d'un instructeur. On n'imagine pas l'influence d'une telle position. Ce n'était pas seulement un marché commercial, c'était une manière de former le goût du travail bien fait dans la tête de dizaines de milliers de jeunes gens. Ernaud n'équipait pas seulement l'industrie, elle formait ceux qui, demain, la feraient tourner. Et dans l'usine elle-même, l'apprentissage suivait la même loi non écrite. On entrait jeune, très jeune parfois, 14 ou 15 ans. On était placé auprès d'un ancien, un compagnon qui vous prenait sous son aile, pas toujours avec douceur, car le métier ne pardonnait pas l'à peu près. On regardait, on imitait, on ratait, on recommençait. Le savoir passait par le geste, par la correction, par la remontrance, et de temps en temps, par le mot d'encouragement d'un homme qui avait vu, dans le jeune maladroit, l'étoffe d'un futur tourneur. Ainsi la maison se transmettait-elle, d'une génération à la suivante, comme un métier de compagnonnage, plus que comme une simple usine. Cette proximité avait un revers, qu'il faut nommer avec honnêteté, car l'usine qui donnait était aussi l'usine qui commandait.
Le rythme des 3-8 épuisait les corps. Le bruit abîmait les oreilles. Combien d'anciens tourneurs, à la retraite, faisaient répéter leurs petits-enfants. La poussière, les huiles, les cadences laissaient leurs traces. Et le patron restait le patron. La belle image de la grande famille industrielle ne doit pas nous faire oublier que tout ce que les ouvriers avaient obtenu, ils l'avaient obtenu de haute lutte. Car Cholet n'était pas une usine sans conflit. Loin de là. La présence syndicale y était forte. La CGT, la CFDT, structuraient la vie ouvrière et défendaient pied à pied les intérêts du travail. Les archives de la ville en gardent la trace précise. Un litige sur les médaillés du travail au milieu des années 70, des mouvements de grève, des dossiers de conflit. Ces hommes savaient s'arrêter de travailler quand il le fallait. Ils savaient occuper, manifester, négocier. Et cette capacité à se défendre, cette conscience de leur valeur, faisait partie intégrante de leur dignité. Ils n'étaient pas des rouages. Ils étaient des ouvriers, au sens plein et fier que ce mot porte en français. Ces conflits n'étaient pas des abstractions. Ils avaient des dates, des durées, des enjeux précis. À l'automne 1975, un mouvement de grève traversa l'usine, s'étirant de l'orée d'octobre jusqu'à la fin novembre. Près de 2 mois de tension, dans une entreprise où l'on sentait déjà, confusément, que quelque chose se déréglait. Car cette grève ne survenait pas dans le ciel serein de l'âge d'or. Elle survenait au moment précis où les premières menaces sur l'emploi commençaient à poindre. Les ouvriers de Cholet, avec cet instinct qu'ont les gens de métier, sentaient le vent tourner avant même que la direction ne l'admît. Le printemps suivant apporterait d'autres tensions, d'autres arrêts de travail. Et derrière ces conflits, il y avait une inquiétude de fond, qui n'était pas seulement une affaire de salaire. La peur, encore diffuse mais réelle, que la belle maison ne fût pas aussi éternelle qu'on l'avait cru. Ces hommes défendaient leur salaire, oui, mais au fond, ils défendaient déjà quelque chose de plus grand et de plus fragile, leur place dans un monde qui commençait, imperceptiblement, à ne plus vouloir d'eux. C'est cette communauté-là, soudée, qualifiée, consciente d'elle-même, avec ses joies de comité d'entreprise et ses colères de grève, qui faisait tourner la maison. Une communauté qui croyait, non sans raison, que le travail bien fait avait un avenir. Qu'un jeune qui entrait à 15 ans en sortirait à 60 avec une carrière, une retraite, une fierté. C'était vrai pour la génération qui vivait alors l'âge d'or. Cela ne le serait plus pour la suivante. Chapitre 9. Le rayonnement, la 5e puissance du monde. Sortons un instant des murs de Cholet et de Moulins pour prendre la mesure de ce que ces usines représentaient à l'échelle du pays. Car l'âge d'or ne fut pas seulement local, il fut national. Et pour un temps, la France du Tour compta parmi les toutes premières du monde. Au sommet de sa puissance, le groupe Acherno-Saumua était une force considérable. 2500 personnes, 6 usines à travers le territoire, 3000 machines produites chaque année. Et, disséminées dans les ateliers du monde entier, plus de 60 000 machines portant sa marque, tournant sous des mains françaises, allemandes, italiennes, espagnoles, sud-américaines. Une machine-outil ne fait pas parler d'elle. Elle ne roule pas dans les rues, elle ne vole pas dans le ciel, personne ne l'affiche fièrement dans son salon. Elle travaille, dans l'ombre, à fabriquer tout le reste. Mais sans elle, il n'y a ni voiture, ni avion, ni réfrigérateur, ni fusil. Le groupe Choletais était l'un des cœurs battants, invisibles, de l'industrie française. Et la France, dans ces années-là, était grande dans ce domaine. La presse professionnelle la classait au 5e rang mondial des producteurs de machines-outils. 5e. Devant des nations bien plus vastes. C'était un rang de puissance, une position que ce pays avait mis un siècle à bâtir et qu'il croyait acquise pour toujours. Il faut pourtant ici poser une nuance. Car derrière cette façade de puissance, un observateur attentif aurait déjà pu déceler des fissures. Dès le début des années 60, un géographe notait une réalité gênante. 2 machines sur 5 utilisées dans les ateliers français portaient déjà une marque étrangère. Et la croissance du secteur des biens d'équipement dans ce pays restait poussive. La 5e puissance mondiale importait déjà une part importante de ses propres machines. La faiblesse était là, tapie sous la fierté. Nous y reviendrons, car c'est de ces fissures anciennes que sortira, plus tard,
l'effondrement. Mais n'abîmons pas trop tôt le tableau. Dans les années 60 et au début des années 70, la maison Scholtez vivait ses plus belles heures. Elle exportait vers toute l'Europe industrielle. Elle formait la jeunesse de France sur ses tours. Elle était, comme on le disait dans le métier, la plus forte unité de machines-outils de tout l'Ouest européen. Un nom qu'on prononçait avec respect dans les salons professionnels, dans les foires internationales, dans les ateliers de Turin comme de Barcelone. Il y a même une anecdote qui dit, mieux qu'un long discours, la place qu'occupaient ces usines dans le paysage français de l'époque. Le siège du groupe, à la fin des années 60, s'était installé en région parisienne, à Vélizy-Villacoublay. Et c'est sur ce site, dans ces murs industriels, que fut tourné en partie un film populaire de Jean Yanne en 1973. L'usine de machines-outils comme décor de cinéma. La preuve, presque, que l'industrie faisait alors partie du quotidien des Français, au point d'entrer dans leur comédie. Voilà donc où nous en sommes, au début des années 70. Un groupe puissant, prestigieux, fier. Une France 5e du monde. Des usines qui tournent à plein, des ouvriers qui croient en l'avenir, des jeunes qui apprennent le métier sur les meilleures machines. Tout semble solide, tout semble éternel. Et pourtant. Chapitre 10. L'apogée. Le sommet avant la bascule. Le 17 mars 1967, à Cholet, on fait la fête. Ce jour-là, l'usine célèbre un double événement. On présente au public et à la profession une nouvelle machine. Un tour qui porte le nom même de la ville. Le tour Cholet. Et l'on fête, dans le même mouvement, la sortie de la 30 000e machine produite par la maison. 30 000 tours. Sortie de ses ateliers, partie équiper le monde. C'est un chiffre qui, prononcé devant les ouvriers rassemblés, devait sonner comme une évidence. Nous sommes forts, nous durerons, l'avenir nous appartient. Il faut se placer, un instant, dans la tête de ceux qui étaient là ce jour-là. Le directeur, fier de sa maison, les ingénieurs, fiers de leur nouvelle machine, les ouvriers, fiers de la 30 000e. Autour d'eux, un pays qui se classait 5e du monde, une usine qu'on disait la plus forte de l'Ouest européen, un carnet de commandes plein, une jeunesse qui frappait à la porte pour apprendre le métier. Qui, dans cette halle en fête, aurait pu imaginer ce qui venait? Car c'était là le sommet, le point le plus haut. Et l'ironie de l'histoire, cette ironie que je vous ai demandé de garder en mémoire depuis le début, était déjà en marche, silencieuse, à des milliers de kilomètres de là. Au moment même où Cholet célébrait sa 30 000e machine et son tour tout neuf, dans les bureaux d'études du Japon et d'Allemagne, on travaillait sur autre chose. Sur une machine qui n'aurait plus besoin du doigté du tourneur, ni des cames patiemment réglées du pilote. Une machine commandée par des chiffres, par un calculateur. La commande numérique. Le tour conventionnel, ce chef-d'œuvre du savoir-faire français, cette machine qui dialoguait avec la main de l'ouvrier, était en train, sans que personne à Cholet ne le sût encore vraiment, de devenir l'objet d'un autre âge. Et le pays qui allait mener cette révolution était, en partie, celui-là même à qui la France avait appris à faire des tours, dans les usines Shawn d'Osaka, une décennie plus tôt. Il y a quelque chose de poignant dans cette scène de 1967. Ces hommes en fête, célébrant la perfection d'un art, au moment précis où cet art commençait à devenir obsolète. Ils avaient raison d'être fiers. Ils faisaient les meilleurs tours du monde, ou presque. Simplement, le monde s'apprêtait à ne plus vouloir ce genre de tour. Mais ne soyons pas injustes envers eux, ni trop rapides. On dira plus tard qu'Ernaud fut le géant arrogant qui méprisa la commande numérique, le dinosaure qui refusa de voir venir la comète. C'est faux, et nous le verrons. Ernaud n'a pas méprisé la nouvelle technologie. La maison l'a adoptée, en son temps. Le mal était ailleurs, plus profond, plus difficile à combattre qu'une simple erreur de jugement technique. Le mal venait de la conjonction de tout. Un marché mondial qui allait s'effondrer, une entreprise dispersée sur 6 usines, une succession de propriétaires, et un État qui, à force de vouloir sauver, allait précipiter la chute. Pour l'heure, en cette journée de mars 1967, rien de tout cela n'est visible. Il y a la fête, la 30 000e machine,
le tour neuf qui porte le nom de la ville. Il y a 900 ouvriers qui rentreront ce soir chez eux avec le sentiment d'appartenir à quelque chose de grand et de durable. C'était l'apogée, le point le plus haut avant la chute. Et debout sur ce sommet, dans le bruit des machines et la fierté du travail accompli, personne à l'intérieur de ces murs ne pouvait voir le monde qui, déjà, avait commencé à se refaire autour d'eux. Chapitre 11. Le tournant, le choc, la comète et les plans. Il y a des années qui coupent une histoire en deux. Pour la machine-outil française, cette année-là fut 1973. Cet automne-là, le prix du pétrole explose. Le premier choc pétrolier frappe l'Occident industriel comme un coup de massue. Et un secteur, plus que tout autre, encaisse le choc de plein fouet. Celui des biens d'équipement. La logique est implacable. Quand l'incertitude s'installe, quand l'industrie ne sait plus de quoi demain sera fait, elle cesse d'investir. Or un tour, je l'ai dit, c'est un investissement. C'est un pari sur l'avenir. Et quand plus personne ne parie sur l'avenir, les carnets de commandes des fabricants de tours se vident. Non pas lentement, brutalement. Entre 1976 et 1982, le secteur français de la machine-outil perdra plus du tiers de ses effectifs. Un tiers, en 6 ans. Ce n'est pas un déclin, c'est une hémorragie. Mais le choc pétrolier n'était que le premier coup. Le second venait de plus loin et il était plus profond, car il ne touchait pas seulement la demande, il touchait la nature même du produit. Ce second coup avait un nom, la commande numérique. Voici ce qu'il faut comprendre, et que trop de récits déforment. Le tour conventionnel, le pilote, les tours Cholet, toute la gloire de la maison, reposait sur le doigté du tourneur. La commande numérique renversait cela. Désormais, la machine était pilotée par un programme, une suite de chiffres et d'instructions qu'un calculateur exécutait sans faillir. Plus besoin du réglage à la main. Plus besoin, à la limite, du savoir-faire accumulé pendant des décennies. Une machine à commande numérique pouvait usiner une pièce complexe, la reproduire 1000 fois à l'identique, changer de production en quelques minutes, sans que la main de l'homme n'intervienne au réglage fin. Les chiffres allemands disent la vitesse de la bascule mieux qu'un long discours. Au milieu des années 70, la production de machines à commande numérique de première génération se comptait encore en centaines. À la fin de la décennie, la commande numérique par calculateur, la CNC, explosait, se comptant par milliers. Et au début des années 80, elle avait tout emporté. La machine conventionnelle n'était plus qu'un résidu, la CNC régnait. En moins de 10 ans, le monde du tour avait changé de nature. Et là, il faut détruire une légende. On a dit qu'Ernaud fut le géant arrogant qui méprisa la commande numérique, l'entreprise sclérosée qui refusa de voir venir la révolution. C'est faux. Ernaud a adopté la commande numérique dès le milieu des années 70, cessant peu à peu la fabrication des tours parallèles classiques pour se tourner vers les machines à commande numérique. Le problème n'était pas là. D'ailleurs, ce mépris supposé de la nouvelle technologie n'était pas propre à la France. Bien des dirigeants d'entreprises, en Europe, ne voyaient pas d'avenir immédiat à la commande numérique, la réservant aux pièces les plus complexes de l'aéronautique ou de l'armement. Et l'Allemagne elle-même, cette Allemagne qu'on nous cite toujours en exemple, souffrira de la concurrence japonaise. Sa part du marché mondial, considérable au milieu des années 70, s'effondrera au tournant des années 90, précisément à cause des Japonais. Personne n'était à l'abri. Ni la France, ni l'Allemagne. Non, le mal d'Ernaud n'était pas le mépris de la technologie. Le mal était triple. Un marché mondial qui s'effondrait, une entreprise dispersée sur 6 usines incapables d'atteindre la taille critique face aux spécialistes, et un actionnariat qui allait changer de main 3 fois en 20 ans. À quoi s'ajoutait un quatrième acteur, censé sauver, et qui allait précipiter? L'État. Car l'État français ne resta pas les bras croisés. Face à l'effondrement de sa 5e puissance mondiale, il agit. Il fit des plans. Le plan machine-outil du début des années 80, sous le gouvernement de l'époque, en fut l'emblème. Des milliards de francs furent engagés, prêts, subventions, pour sauver la filière. Le résultat, un bilan officiel du Sénat le dressera plus tard sans complaisance. Les concours publics engagés au titre du plan machine-outil
s'élevèrent à près de 4 milliards de francs de prêts et de subventions sur 5 ans. Et l'échec fut retentissant. Pourquoi ? Parce que selon les termes mêmes de ce bilan, les restructurations avaient été conçues dans la perspective d'une forte croissance du marché mondial, alors que ce marché, au contraire, s'effondrait. On avait bâti des plans pour un monde qui n'existait plus. Il faut mesurer la cruauté de cette situation. L'État dépensait des milliards, les ouvriers voyaient leurs usines fermer quand même. L'argent public coulait et le travail disparaissait. Ce n'était pas un manque de moyens, c'était une erreur de diagnostic à l'échelle d'une nation. Et il y eut pire que l'inefficacité. Il y eut, parfois, la nuisance directe. Un épisode le montre. Au début des années 70, le ministère de l'Industrie exerça toutes les pressions possibles sur Erno Somua pour lui faire reprendre la branche machine-outil d'une horlogerie en difficulté, un domaine où Erno n'avait aucune compétence. L'État, en voulant sauver une entreprise, en fragilisait une autre. Il ne comprenait pas ce qu'il touchait. Il déplaçait des morceaux sur une carte, sans entendre la sirène, sans connaître le métier, sans savoir ce qu'était un banc bien gratté. Voilà le décor du drame. Un marché qui s'effondre, une technologie qui change tout, un État qui dépense mal, et au milieu, une entreprise trop grande, trop dispersée, qui va commencer à se défaire, décision après décision. Chapitre 12. Les premières décisions, la dispersion et la saignée. Les grandes entreprises ne meurent pas d'un coup. Elles meurent par décision. Chacune raisonnable, prise isolément, chacune fatale, mise bout à bout. La première faiblesse d'Erno Somua ne fut pas une décision unique, mais une manière d'être, la dispersion. 6 usines, Cholet, Lisieux, Moulins et les autres. Une gamme complète, du petit tour d'établi au tour lourd de plusieurs tonnes. Sur le papier, c'était une force, on savait tout faire. Dans la réalité de la crise, ce fut une faiblesse mortelle. Car pendant que le groupe éparpillait ses moyens sur 6 sites et sur toute la gamme, les concurrents allemands et japonais se spécialisaient, concentraient leurs investissements, atteignaient sur chaque créneau une taille et une productivité qu'Erno, éparpillé, ne pouvait plus égaler. On ne peut pas être partout excellent quand on est dispersé partout. Cette logique de dispersion eut des conséquences concrètes. À la fin des années 70, le groupe se sépare de son site de Saint-Étienne, cédé à un autre constructeur. On commençait à démembrer l'ensemble, morceau par morceau. Chaque session semblait sage, se recentrer, alléger. Chaque session affaiblissait un peu plus le tout. Mais la décision qui laissa la cicatrice la plus profonde, la plus humaine, fut celle des licenciements. Nous sommes au milieu des années 70. La crise mord. Et la direction, avec l'aval de l'État, décide de tailler dans les effectifs. Les chiffres, rapportés dans les chroniques des restructurations de l'époque, sont nets. Au milieu de la décennie, on annonce, dans la métallurgie, 1 millier de licenciements en cours ou prévus, dont plusieurs centaines chez Erno Somua, alors présenté comme le premier constructeur français de machines-outils, le premier constructeur français. Celui-là même que l'on saignait. Il faut poser les chiffres de Cholet côte à côte, car ils racontent tout. En 1975, l'usine comptait 900 ouvriers. En 1980, il n'était plus que 313. Près de 600 emplois évaporés en 5 ans. 600. Dans une ville comme Cholet, 600 emplois industriels, ce ne sont pas seulement 600 fiches de paie, ce sont 600 familles. Des commerces qui ferment, des maisons qu'on ne finit pas de payer, des jeunes qui désormais partiront ailleurs. Et c'est là qu'il faut nommer les choses avec justesse. Ce ne fut pas une catastrophe naturelle. Quelqu'un décida. Quelqu'un, dans un bureau, fit le calcul. Quelqu'un signa. Et de l'autre côté de la signature, il y avait un tourneur de 52 ans qui avait donné 30 ans de sa vie à la maison et qui apprenait qu'on n'avait plus besoin de lui. Un homme dont les mains savaient lire un copeau et à qui l'on expliquait, dans le langage feutré des plans sociaux, que son savoir n'avait plus de valeur marchande. Les ouvriers, eux, ne se turent pas. Je l'ai dit, la grève de l'automne 1975, longue de près de 2 mois, fut leur réponse. Puis d'autres conflits suivirent, au printemps 1980. Ils avaient compris, ces hommes,
ce que la direction et l'État peinaient encore à formuler, que la maison était en train de mourir et qu'on la laissait mourir. Leur analyse était juste. On les traita de nostalgiques, d'hommes du passé accrochés à un monde révolu. L'histoire leur a donné raison. Chapitre 13. Le mariage à la japonaise et la fille séparée. Nous arrivons à l'acte le plus mal compris de toute cette histoire. Le moment où le récit populaire se trompe le plus lourdement. Et le moment, aussi, où naît véritablement la survivante. Nous sommes en avril 1985. Erno Somua, affaibli, saigné, cherche un avenir. Elle le trouve au Japon. Toyoda, la branche machine du groupe Toyota, ce même Japon qui montait en puissance, prend le contrôle, à 100%. La maison Scholtez devient Erno Toyoda Automation. La presse de l'époque, avec un sens de la formule, titra Erno Toyoda, mariage à la japonaise. Et voici la légende qui s'est installée depuis. Le fleuron français, humilié, tombé aux mains de l'ancien élève japonais, absorbé pour toujours par celui à qui il avait tout appris. L'humiliation définitive. C'est faux. Ou du moins, c'est incomplet au point d'être trompeur. D'abord, ce mariage n'était pas un enterrement. Le partenariat japonais apportait quelque chose de précieux, la technologie de commande numérique, la crédibilité, l'accès au marché mondial. Ce n'était pas absurde, et l'effet fut d'abord positif. L'effectif de Cholet, tombé à 313, remonta à plus de 400 sous Toyoda. Le japonais ne vint pas fermer. Il vint, au moins un temps, relancer. Ensuite, et surtout, ce mariage ne dura pas. Toyoda se retira dès 1993. 8 ans. 8 ans, et le japonais s'en alla, jugeant sans doute l'affaire trop peu stratégique pour lui. La marque Erno, elle, lui survécut. Ce ne fut donc ni un sauvetage durable, ni une absorption humiliante et définitive. Ce fut un intermède de 8 ans, un épisode, pas un tombeau. Mais la même opération de 1985 eut une autre conséquence, discrète sur le moment, décisive à long terme. C'est elle qui donna naissance à la Somab autonome. Car en détachant les choses, en réorganisant l'ensemble sous la houlette japonaise, l'opération sépara Moulin du reste. Le 3 avril 1985, Somab fut immatriculée comme société autonome, une société anonyme à participation ouvrière, avec la participation de la nouvelle Erno Toyoda. La petite usine de la rue des Garceaux, la spécialiste des gros tours, la discrète cousine bourbonnaise, devenait une entité à part entière. Voilà le paradoxe central de toute notre histoire. Ce qui, en apparence, était un démembrement, détaché Moulin de la maison mère, fut en réalité ce qui sauva Moulin. En la séparant, on la libérait. Elle n'était plus un pôle parmi 6, noyé dans un ensemble ingérable et ballotté d'actionnaire en actionnaire. Elle était elle-même, spécialisée, agile, concentrée sur ce qu'elle savait faire mieux que quiconque. La fille séparée allait survivre à la maison qui l'avait enjambrée. Retenez cette date, 3 avril 1985. Ce n'est pas la fondation de Somab par des ingénieurs indépendants à la fin des années 70, comme on le raconte parfois, c'est la reconstitution en société autonome d'une usine née 30 ans plus tôt dans le giron d'Erno. La survivante n'était pas une rebelle, elle était une héritière. Chapitre 14. Le point de non-retour. Kato et la fermeture de Cholet. Quand Toyoda se retire, en 1993, Erno doit de nouveau trouver un port. Elle le trouve en France, cette fois, chez un groupe familial isérois dirigé par un homme du nom de Michel Samzoun, le groupe Kato. Michel Samzoun mérite qu'on s'arrête sur lui, car il incarne une figure qu'on ne caricaturera pas, celle de l'industriel français qui, dans la tourmente, tente de sauver ce qui peut l'être. Il n'était pas un financier venu dépecer, il était un homme de la machine-outil, à la tête d'un groupe familial isérois qui croyait à la consolidation nationale. Son idée était simple et défendable. La France ne pouvait plus se permettre d'avoir des constructeurs isolés, chacun trop petit pour peser face aux géants allemands et japonais. Il fallait les réunir, faire masse, sous une même bannière, rassembler Cazeneuve, Erno, Somab et les autres survivants. C'était le rêve d'une machine-outil française reconstituée par le rassemblement de ces derniers fleurons. Et pendant plus d'une décennie, sous cette bannière, on produisit des centaines de centres d'usinage, des milliers de tours à commande numérique.
Ce ne fut pas rien. Ce ne fut pas de l'immobilisme. Mais rassembler des maisons affaiblies ne crée pas une maison forte. On additionnait des fragilités en espérant obtenir une force. Le marché, lui, ne se laissait pas convaincre par la logique du rassemblement national. Il achetait japonais, allemand, italien, parce que c'était souvent mieux, souvent moins cher, souvent livré plus vite. Samsung avait raison sur le diagnostic. La dispersion tuait. Mais le remède, arrivé trop tard et sur des maisons déjà exsangues, ne pouvait plus grand-chose. On ne consolide pas des ruines en un château. Et Cholet, la vieille capitale du Tour, continuait de décliner, doucement, inexorablement. C'est aussi Cateau qui prit, dès 1993, le contrôle majoritaire de Somab. La fille de Moulin passait ainsi sous le même toit que sa maison mère. Pour un temps, les deux branches se retrouvaient réunies sous une bannière commune. Mais leur destin, désormais, divergeait trop pour se rejoindre vraiment. C'est pourtant lui, Samsung, qui présidera au dernier acte utile de cette histoire, le passage de témoin de Somab vers un partenaire capable de la faire vivre. Quand son groupe choisira de se désengager, il expliquera lui-même la logique de l'opération, le partenariat noué avec le chinois Spark, le transfert de technologies engagées depuis plusieurs années, le projet d'une société commune. L'homme qui avait rêvé de sauver Ernaud par le rassemblement fut aussi celui qui, en se retirant, laissa Somab trouver le partenaire qui la maintiendrait en vie. Deux gestes opposés du même homme. L'un pour un géant qu'on ne pouvait plus sauver, l'autre pour une survivante qu'on pouvait encore aider. Et vint 2007, l'année de la fin choltaise. Cette année-là, le constructeur Ernaud ferme Cholet, son dernier site de production en Europe. Il restait, dans ces murs qui avaient compté 900 ouvriers, 82 salariés. 82. Le chiffre, à lui seul, dit tout ce qui avait déjà été perdu avant cette dernière perte. De 900 à 82. Voilà ce qu'avaient été les 30 années écoulées depuis la fête de la 30 millième machine. Plus de 60 ans de tourage choletais s'achevaient. 60 ans depuis l'exil de Nantes en 1943. 3 générations d'ouvriers. Un savoir-faire qui avait équipé la France et formé sa jeunesse. Tout cela se refermait, un jour de 2007, dans le silence d'une ville qui avait vu venir la fin depuis si longtemps qu'elle n'avait presque plus la force de s'en indigner. 5 associés reprirent la marque et l'activité de service, la maintenance des machines encore en parc, sous le nom d'Ernaud Service. Le nom survivait, attaché à l'entretien de ce qui avait été construit. Mais le constructeur, lui, celui qui fabriquait des tours à Cholet, celui-là était mort. Chapitre 15. L'effondrement. Le silence de Cholet. Une usine qui a tourné pendant plus d'un demi-siècle a une présence particulière. Pas seulement le bruit des machines, le mouvement des hommes, la ventilation. Ce bourdonnement sourd et continu que les ouvriers cessaient d'entendre après la première semaine, et qu'ils ne remarquaient plus jamais. Jusqu'au jour où ils s'arrêtent. Et ce qu'on remarque alors, ce n'est pas d'abord l'absence de bruit, c'est la présence d'un silence. Un silence qui n'a rien à faire là. Un silence qui a la mauvaise forme. Le dernier jour, à Cholet, il restait 82 personnes. 82 dans une halle bâtie pour des centaines. Ils connaissaient chaque recoin, chaque machine. Ils savaient à quel endroit du sol la vibration se sentait le plus fort. Ils avaient, pour beaucoup, appris le métier ici, jeunes, sous l'œil d'anciens désormais disparus ou retraités. On éteint une usine par geste. On coupe les machines. On vide les vestiaires. On décroche les fiches de paie de la pointeuse. On rend les clés. Les outils personnels, ces clés, ces jauges, ces instruments qu'un tourneur porte dans la poche de son bleu pendant des années, qui deviennent le prolongement de sa main, ils partirent avec eux. Personne ne les arrêta. Il n'y avait plus personne pour le faire. La sirène qui avait rythmé la vie de la ville pendant 60 ans se tut. Le portail, où 3 générations avaient pointé, se referma. Le parking se vida pour ne plus jamais se remplir.
Il faut dire, avant de refermer la halle, ce qu'on y fabriqua jusqu'au bout. Car Cholet ne mourut pas en produisant n'importe quoi. Jusqu'à la fin, l'usine sortit des machines de son temps. Après les gammes glorieuses, les HN, les Cholet, vinrent les centres de tournage, les centres d'usinage à commande numérique. Machines modernes portant des désignations nouvelles. Et dans les dernières années, de la fin des années 90 jusqu'à 2007, des tours et des machines qui portaient encore des noms fiers. L'ID2000, le Ruby. Un rubis. On avait beau mourir à petit feu, on baptisait encore ces machines du nom d'une pierre précieuse. Il y a là quelque chose qui serre le cœur. Cette dignité maintenue jusqu'au dernier jour. Ce refus de bâcler. Cette fierté de donner à un tour condamné le nom d'un joyau. Les ouvriers de la fin n'étaient pas des hommes du passé accrochés à des machines dépassées. Ils fabriquaient des machines à commande numérique, modernes, capables. Le drame n'était pas qu'ils fussent devenus incompétents. Le drame était qu'ils fussent devenus, aux yeux du marché mondial, trop peu nombreux, trop dispersés, trop chers, dans une maison trop ballottée pour convaincre les acheteurs de miser sur elle. Ce n'était pas leur savoir-faire qui avait échoué, c'était tout ce qui l'entourait. Il n'y eut pas de grande bataille finale à Cholet en 2007. Les grandes batailles avaient eu lieu avant, dans les années 70 et 80, quand il y avait encore 900, puis 600, puis 300 emplois à défendre. En 2007, il ne restait plus grand-chose à sauver. 82 personnes. La fin fut discrète, presque administrative. C'est peut-être cela le plus dur, que la mort d'une si grande maison ait pu, à la fin, tenir dans un communiqué. Chapitre 16. L'après. L'autre usine et la survivante de Moulins. Que devient une cathédrale industrielle quand on éteint ses feux ? À Cholet, la réponse tient en un nom, et ce nom est une métaphore parfaite de la désindustrialisation française. L'ancienne usine Ernaud-Toyoda, rue de Bourgneuf, ses 16 000 mètres carrés où l'on avait coulé la fonte et gratté les bancs, fut réhabilitée. En quoi ? En un complexe de loisirs. Du karting électrique, du football en salle. On l'a baptisé, sans ironie semble-t-il, l'autre usine. L'autre usine. Là où l'on faisait des copeaux, on fait désormais du loisir. Là où des hommes fabriquaient les machines qui fabriquaient la France, des enfants font des tours de cartes le samedi après-midi. Je ne porte pas de jugement sur le karting. Il faut bien que les bâtiments vivent. Mais il y a, dans ce basculement d'un usage à l'autre, quelque chose qui dit tout d'une époque. La halle conçue pour le travail exact, occupée par le divertissement. Le bruit des moteurs de loisirs, là où résonnait le bruit du travail. Et les hommes ? Beaucoup étaient déjà partis, au fil des plans successifs. Les derniers, ceux de 2007, connurent ce que connaissent les ouvriers des fermetures tardives. Les pré-retraites pour les plus âgés, la reconversion incertaine pour les autres, le chômage pour certains. Le savoir-faire du tour, celui qui ne s'écrivait nulle part, se dispersa. Un gratteur de Cholet, à 60 ans, ne regratta des bancs ailleurs. Il n'y a plus d'ailleurs. Son art s'éteignit avec sa carrière. Voilà ce qui disparaît dans ces fermetures. Pas seulement des emplois, mais des compétences qui avaient mis des générations à se constituer et qui ne se reconstitueront pas. Mais notre histoire, elle, ne finit pas sur ce silence. Car pendant que Cholet s'éteignait, à 300 km de là, dans le Bourbonnais, la fille séparée continuait de tourner. À Moulins, rue des Garceaux, Somab vivait la même crise que sa maison mère, mais autrement. Restée sur un seul site, concentrée sur une seule chose, elle avait fait ce que le géant n'avait jamais su faire, rester elle-même. Elle s'était spécialisée dans les tours à commande numérique complexes, multi-axes, avec chargement automatique, pour l'automobile, l'armement, l'aéronautique. Elle avait innové jusqu'à concevoir des bancs de machines en granit reconstitués pour la stabilité et l'amortissement des vibrations. Ses clients portaient les plus grands noms, Peugeot, Renault, Citroën, les motoristes d'aviation, les arsenaux de l'État français et des marchés d'armement à l'étranger. En 2009, 2 ans après la fermeture de Cholet, Somab franchit une étape décisive.
Le groupe Cato se désengageait. Il fallait un nouveau partenaire. Elle le trouva, et l'ironie de l'histoire boucla sa boucle. Ce partenaire n'était pas allemand, contrairement à ce qu'on lit parfois. Il était chinois. Le groupe Spark, avec qui Somab coopérait déjà depuis quelques années dans le cadre d'un transfert de technologie, acquit 80% de la société de Moulins. La maison bourbonnaise employait alors une centaine de personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 17 millions d'euros. Voyez la symétrie. Le géant Ernaud, en 1985, était passé aux mains des Japonais, et cela n'avait pas suffi à le sauver. La petite Somab, en 2009, passa aux mains des Chinois, et cela contribua à la maintenir en vie. Même mouvement, en apparence, le passage sous pavillon asiatique. Destin inverse. Car la différence n'était pas dans le drapeau du propriétaire. Elle était dans ce que chaque maison était devenue. L'une, un géant dispersé qu'aucun sauveur ne pouvait plus rassembler, l'autre, une spécialiste concentrée qu'un partenaire pouvait renforcer. Il faut le dire avec honnêteté, car cette histoire n'aime pas les fins trop lisses. La survie de Somab ne fut pas un long fleuve tranquille. En 2010, l'année qui suivit l'arrivée de Spark, l'entreprise dut constater que ses fonds propres étaient tombés sous la moitié de son capital. Il fallut se recapitaliser, réduire puis augmenter le capital, ce que les financiers appellent un coup d'accordéon. Somab frôla la rupture. Mais, et c'est essentiel, elle ne tomba jamais en redressement judiciaire. Elle passa le trou d'air. Elle continua. Ce trou d'air passé, Somab entama une remontée qui mérite d'être racontée, car elle est la contre-preuve vivante de tout ce qui avait tué le géant. Là où Ernaud s'était dispersé, Somab restait concentré. Là où Ernaud avait changé 4 fois de propriétaire en subissant chaque fois une rupture, Somab avait trouvé, avec Spark, un actionnaire durable qui investissait dans le transfert de technologie plutôt que dans le démantèlement. Les chiffres racontent cette résurrection lente. Le chiffre d'affaires, tombé aux alentours de 11 à 13 millions d'euros dans les années difficiles, remonta. Et en 2023, la maison de Moulins signa une année record. Un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros, en hausse de plus de 60% sur l'exercice précédent, assorti d'un bénéfice net substantiel. L'effectif, descendu à environ 76 personnes pendant l'année de la pandémie, était remonté vers la tranche des 50 à 99 salariés. Une petite maison, certes, mais une petite maison qui gagnait de l'argent, qui produisait, qui embauchait. La gouvernance, elle, disait clairement la nature de l'attelage. Une présidence assurée par les dirigeants venus du groupe chinois, une direction opérationnelle française, ancrée à Moulins, dans le métier. Le capital venait de Chine, le savoir-faire restait bourbonnais. Somab fut lauréate d'un grand plan public de relance industrielle. Elle livra des tours à commande numérique aux lycées et aux universités de la région, reprenant à son échelle ce rôle formateur qui avait été la fierté d'Ernaud. Mettre entre les mains de la jeunesse française les machines sur lesquelles elle apprendrait le métier. Elle livra même un centre d'usinage jusqu'à une base navale de l'océan Indien, à des milliers de kilomètres de la rue des Garceaux. Voilà où mène la spécialisation quand elle est tenue avec constance. Non pas à la gloire tapageuse d'un empire de 6 usines, mais à quelque chose de plus rare peut-être, la survie, la continuité, le fait, tout simple et tout immense, d'exister encore. Chapitre 17. Ce qui reste. Alors, au bout du compte, que reste-t-il ? Il reste, à Cholet, une halle où l'on entend le vrombissement des cartes électriques, là où l'on entendait le chant des tours. Il reste une ville qui fut, pour 2 générations, la capitale française d'un métier, et qui a dû apprendre à être autre chose. Il reste, dans la mémoire de quelques hommes, les barons, Reynaud, les anciens réunis dans leur association, le souvenir précis d'un âge d'or où l'on fabriquait 10 machines par jour et où l'on se sentait au cœur de quelque chose de grand. Il reste, à Moulins, une usine qui tourne encore. Rue des Garceaux, en cette année 2026, Somab fabrique toujours des tours à commande numérique. Elle a connu des années difficiles et une année record. Elle a fourni des machines aux lycées et aux universités de France, formant, comme Ernaud autrefois, la jeunesse qui fera tourner l'industrie de demain. Elle a livré un centre d'usinage jusqu'à une base navale de l'océan Indien. Elle appartient à des Chinois et elle est dirigée par des Français. Elle est, comme le disent ceux qui y travaillent, le dernier tour français encore debout.
deux branches d'un même arbre. Une même origine, dans une usine bourbonnaise reprise par Ernaud en 1957. Le géant s'est dispersé sur 6 usines, a été racheté par les Japonais, repris par un groupe français, et il est mort à Cholet en 2007. La fille spécialisée, née de son propre démantèlement, a survécu sous pavillon chinois. On voudrait tirer une leçon de tout cela. Résister à la tentation est plus juste. Car cette histoire ne se laisse pas réduire à une morale simple. Ce n'est pas l'histoire d'un géant arrogant puni de son mépris, il avait adopté la commande numérique, il n'avait rien méprisé. Ce n'est pas l'histoire d'une trahison unique. Il n'y eut pas un seul traître, mais un marché qui s'effondre, une technologie qui change tout, des actionnaires qui passent, un État qui dépense mal. Ce n'est pas même l'histoire d'une mort et d'une survie, car le mort et le survivant sont sortis du même ventre. C'est l'histoire de ce que devient un savoir-faire quand le monde qui l'avait rendu précieux disparaît. Le doigté du tourneur, l'œil du gratteur, le coup de main du fondeur, tout cela avait une valeur immense dans un monde donné. Ce monde a changé. Et le savoir-faire s'est trouvé, du jour au lendemain, comme une langue que plus personne ne parle. À Moulins, une poignée d'hommes le parlent encore. Ils fabriquent des tours, dans une rue tranquille du Bourbonnais, sous un nom que peu de gens savent prononcer. C'est peu, et c'est beaucoup. C'est le fil, ténu mais vivant, qui relie encore la France industrielle d'aujourd'hui à l'atelier d'Henri Ernaux, à ces 8 tours parallèles alignés dans un atelier parisien il y a plus d'un siècle. Le copeau se forme encore, long, bleuté, régulier. Il faut savoir le regarder.